Alors ici, je veux voir les types de sociétés, bon, où certaines n'existent plus, hein. Bon, ici c'est voilà, la SPRL, Société privée à responsabilité limitée, qui est voilà, qui est la SPRL, hein. Il y avait la SPRL. On peut avoir, il y avait aussi, quand on parlait de SPRL, on peut avoir la SPRLU. Euh, on avait, bien sûr, et les autres, bon, les entreprises par commandite, etc. Bon. Alors ici, je veux voir, bon, la SPRL a été remplacée par la SRL. Il n'y a plus SPRL. C'est, voilà, la SPRL est morte, vive la SRL. Les avantages de la SRL, la responsabilité limitée, la souplesse de gestion, la possibilité d'un unique associé. Les inconvénients, une responsabilité limitée relative, les difficultés à lever des fonds, les frais de création. Alors, les autres formes de société, bon, vous voyez qu'il y a là les groupements d'intérêt économique, la SCA, la SCRI, la SCRL, la société à finalité sociale, la société agricole, la société interne, la société momentanée. Donc la SA, c'est la société anonyme, SC, société coopérative, la SCOM, société en commandite, voilà, la SNC, société en nom collectif, et voilà, vous avez la société simple. Alors, je pourrais parler d'une qui n'existe plus, qui est la SPRL. Bon, elle n'existe plus, elle a été remplacée, comme ils disent ici, par la SRL. Bon, il fallait être... Les conditions avaient des conditions, hein. De toute façon, elle n'existe plus, mais je crois qu'il faut être minimum deux. Parce que, pas confondre la SPRL d'antan et la SPRLU. Parce que la différence entre les deux, la SPRL, c'était au moins deux personnes. La SPRLU, c'était, voilà, privé. La SPRLU, c'est privé. Donc, c'était unipersonnel. Une seule personne entre la différence, voilà, entre SPRL et SPRLU. Bon, dans tous les cas de figure, bon, il fallait passer chez le notaire, hein. On fait pas ça, on crée pas une société, je veux dire, n'importe comment. Voilà. Donc SPRL et SPRLU. Là, c'était, il fallait au moins deux personnes, au moins. C'est au moins. Au moins deux personnes. Et ici, c'est unipersonnel, c'est une seule personne. J'ai complètement raté mon écriture. Je vais recommencer. Donc là, c'est une personne. Alors bien sûr, il y avait un capital de départ. Capital de départ, par exemple, 750 000. Et alors, s'il y avait deux personnes, les personnes A, B, l'un était disposé à donner 500 000 et l'autre 250 000, il fallait placer au moins un tiers, hein. L'acceptation, c'était un tiers du montant. Il fallait mettre, voilà, un tiers, un tiers, un tiers. Chacun devait mettre un tiers du montant prévu. Bien sûr, on devait passer chez le notaire et on faisait une souscription. Voilà. La souscription, ça se faisait chez le notaire. Et bien sûr, il signait pour créer, bien sûr, l'engagement. On s'engage. Donc, il y avait une souscription, un engagement, et puis il y avait ce qu'on appelait une libération. Parce que, bon, là, on s'engage via, c'est un engagement, et puis, après, il faut bien sûr faire face à ces engagements. La libération, on fait face à ces engagements. Bon, mais le tout, c'est d'aller chez le notaire, parce que c'est tout, voilà, c'est de la législation, tout ça. Donc, on va chez le notaire, et à partir de là, on fixe. Et le notaire sait tout expliquer, hein. Il peut tout expliquer de A à Z. Voilà les montants qui sont mis, nombre de personnes. Voilà, il va vous sortir, voilà, toute la législation qui est en. Il va vous donner les documents d'ailleurs. Si vous êtes une SPRL, il va tout vous expliquer de A à Z. Il va donner les documents
D'abord, il va tout expliquer. Bon, c'est son but. Il a une attitude. Le notaire a d'abord une attitude pédagogique, c'est d'expliquer, je veux dire, les tenants et les aboutissants pour une vente d'habitation, pour tout. Pour tout, une vente d'habitation, pour une succession, droit de succession, pour voilà, la création d'une entreprise. Le notaire, bon, il est là d'abord dans un but pédagogique. Bien sûr, il faut payer le notaire. Hein. Bon, c'est des montants qui sont assez lourds à supporter. En général, quand on achète une maison ou peu importe, un terrain, peu importe, on fait, voilà, etc. Mais disons que avant tout, il a une vocation d'expliquer, voilà, ce que la législation, je veux dire, mentionne dans le cas, voilà, d'un droit de succession, voilà, d'un échange de terrain, voilà, de la libération d'une parcelle, d'une vente d'habitation, peu importe, peu importe en quoi consiste, je veux dire, l'action chez le notaire. Mais en tout cas, bon, il va d'abord expliquer. Et bien sûr, les explications se suivent de documents. C'est-à-dire que là, après avoir expliqué dans les bureaux du notaire les tenants et les aboutissants, voilà, des formalités à remplir, à souscrire, voilà, et à lire, bien sûr, parce que quand on fait des formalités, c'est la première des choses qu'on fait, c'est de lire les documents que le notaire va donner. Bien sûr, le notaire va donner les documents, et tout est expliqué dans ces documents-là. Okay. Bon, mais de toute façon, la SPRL n'existe plus, donc elle a été remplacée par SRL, voilà, SRL, plutôt qu'SPRL, Société privée à responsabilité limitée, bon, n'existe plus. Alors, il y avait son jumeau qui était la SPRLU. Là, c'était privé uni personnel. C'était un peu la même chose que le SPRL, mais avec, on va dire, une seule personne. Alors, il fallait mettre aussi bon, un engagement d'un capital de départ. À mon avis, je crois que c'était 750 000 au départ. Voilà. 750 000. Voilà. Alors, bien sûr, c'est 750 000 francs belges. Hein. C'était 750 000 francs belges. C'était pas 750 000 euros. C'est 750 000 francs belges. Alors, et là aussi, on devait passer chez le notaire et il expliquait les tenants et les aboutissants, voilà, de la SRL, SPRL. Alors, bien sûr, une des sociétés les plus connues, c'est la société anonyme. Bon, avec société anonyme par action, et donc distribution de dividendes. Voilà. Là, dans la société anonyme, on a des actionnaires. On ne connaît pas les associés. Hein. Il y en a au moins deux. Bon, il faut au moins deux associés. Au moins deux, mais généralement, bon, on essaie de récolter le maximum de personnes. Voilà. Et il y a des dividendes. Les dividendes sont les bénéfices des actions. Donc on a des actions aux porteurs, voilà, on a des actions et on a des bénéfices des actions qui sont des dividendes. Alors dans une SA, on a 100%. Et alors, bon, il y aura une distribution qui va être faite, hein, des 100%. Il va y avoir une distribution. Alors, par exemple, un quart sera reporté. Voilà, bénéfice à reporter. 25, un quart c'est 25%. Les actionnaires peuvent prendre, voilà, peuvent revenir à 60%, voilà, aux associés. Bon, encore une fois, il faut voir la législation, ce qu'elle dit. Bon, on peut mettre 5% à la réserve, par exemple. Voilà, on peut diviser les quotes-parts, les reporter, les mettre à la réserve. Et bien sûr, une distribution qui va se faire aux associés. Et alors bon, bien sûr, j'ai pas les 100%, mais enfin bref, ça se passait comme ça. Et donc là, quand vous avez des collaborateurs comme ça qui sont des associés, des actionnaires, là à ce moment-là, on a des propriétaires, bien sûr, de la société. On a l'assemblée générale des actionnaires qui sont les propriétaires. Voilà, les actionnaires, c'est les propriétaires. Et ils font ce qu'on appelle des conseils d'administration. Et je veux dire, ils se réunissent et ils discutent, voilà, voilà, ce qui a une finalité concernant la société anonyme. On va dire ça comme ça. Voilà, ça discute, et bon, ça met
des choses au point, ça donne des informations aussi, comme un petit peu comme chez le notaire, il informe de manière pédagogique, eh bien, les conseils d'administration informent avant tout et donnent des informations capitales, je veux dire, pour les associés. Et donc ici vous voyez que on a différentes formes, hein. Et là, bon, je vous enverrai le site. La SPRL est morte, vive la SRL. Voilà les avantages de la SRL, un nouvel SPRL. Voilà, la responsabilité limitée comme avant, la souplesse de gestion, la possibilité d'un unique associé. Voilà les inconvénients de la SRL, c'est une responsabilité limitée relative, la difficulté de lever des fonds et les frais de création. Alors ici à côté de ça, vous avez bien sûr les autres formes de société. Voilà, la réforme du droit des sociétés de 2019 et des associations en Belgique qui a mis fin à la SPRL a également sonné le glas des formes juridiques. Voilà, le groupement d'intérêt économique c'est fini, la SCA c'est fini, la SCRI c'est fini, la SCRL c'est fini, la société à finalité sociale c'est fini, la société agricole c'est fini, la société interne c'est fini, la société momentanée c'est fini. Désormais 5 formes subsistent, outre la SRL, donc il y a SRL, société anonyme, la société coopérative, SC, la société par commandite, voilà, la société, je veux dire, en nom collectif, bien sûr, SNC, et la société simple. Donc, il ne reste plus que cela. Mais avant, il y avait voilà, tous les groupements d'entreprises. Voilà. Il y a une réforme en 2019, ça a passé, ça fait une razzia. Dans les lois, ça a éliminé pas mal de choses. Voilà, alors maintenant, je vais faire une présentation de société. Une présentation générale de l'entreprise. Ben, c'est son nom, c'est le nom d'entreprise. Donc on a le nom de l'entreprise. On va mettre, normalement, l'entreprise possède un siège social, un établissement voilà, qui fait office de siège social. Elle a une forme juridique. La forme juridique, c'est ce que je viens de vous citer ici. SA, voilà, société commandite, société en nom collectif, société simple, tralala, tralala. Ouais, SRL, société à responsabilité limitée. Voilà. Alors, il y a un numéro d'entreprise qui est attribué. Il y a un secteur d'activité. Un secteur d'activité généralement donné par un code qui est le code NAS. Voilà, bien sûr, code NAS de Belgique. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi attribuer ben, on a où est située l'entreprise, localisation géographique, nombre de travailleurs. Attention, ici, nombre de travailleurs, généralement, il faut avoir quelque chose de fixe. Hein. Donc, c'est en travail, c'est travailleurs permanents. Travailleurs permanents, parce que c'est vrai qu'on ne va pas compter les intérimaires, on ne sait pas, bon, ils ne passent pas tous les jours dans l'entreprise, donc on va considérer ces travailleurs qui sont toujours au boulot. Alors, on peut avoir aussi une entreprise qui fait partie d'un groupe. Donc ici, c'est temps plein. C'est ceux qui travaillent à temps plein. Travailleurs temps plein. Alors, on
voilà, s'il fait partie d'un groupe, ben, c'est de dire, bon, si c'est une filiale, voilà, voilà, si, etc. Donc, s'il est associé à un groupement, ben, il faut le dire. Donc, une présentation de la société, on dit que fait partie du groupe, par exemple, Deleuze, groupe, je sais pas moi, si j'ai pris un groupe, qui est le groupe Deleuze, par exemple. Donc, et s'il fait partie d'un groupe, il faut citer le nom. La société, ici, fait partie du groupe, par exemple, Deleuze. Il faut citer le nom. Et alors, on peut avoir une société mère aussi. Hein. Voilà. On peut avoir une société mère, voilà, le nombre de filiales dans le groupe, etc. etc. Bon, voilà. Et c'est comme ça que on présente, on fait une présentation générale de l'entreprise. Alors, ici, quand on vous dit l'appartenance à un groupe, ça vous donne, bon, là, il y a une histoire de taille. Hein. On commence à rentrer dans des tailles d'entreprises qui sont conséquentes. Hein. Voilà, filiales, voilà. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sociétés voilà, qui sont liées entre elles et chacun peut rapporter comme elles peuvent perdre. Voilà. Le jeu, c'est de gagner, mais on ne gagne pas toujours. Il y a des sociétés qui perdent. Voilà, et beaucoup de sociétés sont par action, voilà, avec des actionnaires. Donc, je veux dire, il y a aussi le jeu de la bourse. Il y a le jeu de la bourse. Il faut voir si elle est cotée en bourse ou pas. Donc, ici, on peut avoir des éléments
qui permet de donner, je veux dire, de l'ampleur, je veux dire, à la société. Voilà, par exemple en France, il y a les 40 plus grosses sociétés qui sont cotées en bourse, qu'on appelle le CAC 40. Voilà, et voilà, il y a des grands groupes tels que, par exemple, mondiaux, tels que le groupe euh, de l'automobile Stellantis, voire BlackRock, qui sont des très grands groupes mondiaux. Avec, alors les grands groupes, on en a beaucoup. Hein. Il y a, par exemple, ici en Belgique, il y a AIB, InBev, il y a InBev qui est dans, voilà, travail de la bière. Il y a la grande distribution avec, voilà, qui est Carrefour Distribution, voilà, tout ce qui est Carrefour, Lidl, tous les magasins, je veux dire, la plupart des magasins font partie des grands groupes, hein, parce que bon, c'est pas donné à tout le monde de gérer une multitude de magasins, je veux dire, dans différents pays. Voilà, Carrefour, Carrefour Market, voilà. Et bon, vous avez pas mal de sociétés, voilà, qui sont, je veux dire, dans le CAC 40. Et chez BlackRock, voilà, les groupements automobiles, voilà, vous connaissez très bien PSA, voilà, Peugeot, groupe Peugeot, il y a le groupe Citroën, tous les grandes marques de voitures, hein, toutes les grandes marques de voitures, bon, font office de grands, voilà, de groupements automobiles, je veux dire, avec une assise basée sur d'énormes capitaux, parce que pour mettre voilà, en, en marche une société de construction de véhicules, ben, il faut de la production, des gens, enfin du personnel, de la production, des machines, etc. Une implantation bien sûr quelque part, mais tout ça concourt à faire en sorte que si c'est de la haute technologie, ben, ça coûte énormément. Donc pour faire de la haute technologie, c'est pas tout le monde, je veux dire, qui peut se permettre, voilà, d'investir dans voilà, dans des filières qui sont à haute teneur technologique, parce que ça demande énormément d'argent. Ça demande énormément d'argent. Bon, il faut payer déjà tous les cadres qui vont faire en sorte de faire de la recherche et développement. Ça coûte énormément cher. Voilà. Mais tout ça, c'est un coût. C'est pas. Chacun est à sa place. Un grand groupe est à sa place. Un petit magasin est à sa place. Chacun est à sa place. Mais maintenant, le grand groupe, il doit, voilà, faire travailler beaucoup de gens, alors qu'une société, un indépendant, ben, il travaille pour lui. Il travaille pour lui. Tout l'argent lui revient. L'argent lui revient, je veux dire, sauf s'il a des ouvriers, il doit payer des ouvriers. Voilà, donc ici, une société, plus elle est grande, et puis je veux dire, bon, il faut la gérer de manière comme une grande entreprise. Une petite entreprise n'est pas une grande société. Et il faut la gérer comme une grande entreprise, et ça demande d'énormes capitaux. D'énormes capitaux. Et donc, à ce moment-là, on fait appel à des capitaux, voilà, basés sur des actionnaires. Hein. Et alors, cotées en bourse. Voilà. Et donc, les sociétés qui sont cotées en bourse, généralement, ce sont des sociétés, bon, je veux dire, à forte valeur ajoutée. Donc, et la bourse, ça rapporte aussi pour les sociétés. Donc, par exemple, si je pense à un magasin qui vend de l'agroalimentaire et qui est coté en bourse, je pense à, voilà, au supermarché, aux hypermarchés, mais ils sont cotés en bourse. Ils font pas que du gain au niveau, voilà, de la vente. Ils font du gain au niveau boursier aussi. Voilà. Il y a un jeu boursier qui est derrière. Donc, ils gagnent sur deux plans. Ils vendent par exemple des yogourts. Ben, si les yogourts ils perdent d'un côté parce qu'ils n'arrivent pas à les revendre, voilà, ils font des pertes d'un côté. Mais d'un côté, au niveau boursier, peut-être qu'ils font des gains. Ils font des gains. Voilà. Et le jeu boursier fait en sorte qu'ils ont des revenus boursiers. Les grandes entreprises ont des revenus boursiers. Voilà. Donc le fait d'avoir une grande société, le fait de se mettre en bourse, ben, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent. Donc il y a des gens qui vont travailler, ils gagnent leur argent uniquement comme ça. Mais il y a des sociétés qui sont en plus de ça, ils travaillent, mais en même temps, bon, en plus de ça, ils sont par groupement. Donc voilà, ils ont plusieurs, il y a une maison mère avec différentes filiales. Toutes les filiales travaillent, ça ramène de l'argent, mais en plus de ça, elles sont cotées en bourse et ça ramène encore de l'argent. Voilà, donc on va dire quand la mécanique, l'argent appelle l'argent. Quand il y en a, ils sont institués dans un système capitaliste, mais je veux dire,
en faisant travailler l'argent, mais ils ont de l'argent qui rentre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, celui qui veut devenir riche, bon, il ne doit pas attendre de jouer au loto parce que bon, il a moins de chances de devenir riche au loto que de commencer à ouvrir une société et que ça marche et qu'il devienne riche. Ouais, il peut devenir riche, je veux dire, en ouvrant une société et en la gérant plutôt que de gagner euh, rêver à gagner au loto. Parce que ouvrir une société, c'est un rêve qui peut devenir réalité, mais le loto, c'est plus délicat. Bon, il y a rarement des gagnants. Si on comptabilise le nombre de joueurs qui ont gagné au loto depuis voilà, des années, le loto, c'est quelque chose de probabiliste qui fait en sorte que bon, il y a plus de chances que plus de chances de perdre que de gagner. Et donc, bien sûr, quand je vous dis, il y a des perdants, il y a des gagnants. Celui qui gagne, bon, c'est la loterie qui gagne le plus parmi, voilà, c'est lui qui a plus de chances de gagner, contrairement à ceux qui pensent gagner. Voilà, les répartitions sont à ce que, bien sûr, c'est l'auto qui gagne. Hein. C'est normal, c'est comme ça. C'est les lois de la probabilité basées sur les jeux. Ben, on ne va pas vous donner le maximum de gains, sinon on arrive vite à fermer le jeu, puisque le jeu ne sait plus, je veux dire, si le jeu est créé de telle manière à ce que le créateur du jeu qui perd, à ce moment-là, il va vite fermer boutique. Et s'il ferme boutique, à ce moment-là, il n'y a plus de jeu. Et donc il n'y aurait plus aucun jeu, parce que tout le monde perdrait. Mais non, justement, ils ont calculé les probabilités pour que, justement, c'est le créateur du jeu qui gagne, et c'est le... Bon, on peut avoir des gagnants, mais moins, en probabilité moindre que le créateur du jeu pourrait gagner. Voilà, donc ici, la présentation générale d'une entreprise, ben, vous avez le nom de l'entreprise, le numéro d'entreprise, le siège social et sa forme juridique. Celui-ci, je pourrais mettre. Voilà. Et donc, secteur d'activité, la localisation géographique, voilà, le nombre de travailleurs à temps plein. Alors, qui fait la taille aussi de l'entreprise. Hein. Celui-ci, il fait la taille de l'entreprise. Hein. Quand on voit une entreprise de 500 personnes, de 2000 personnes, voire de 10 000 personnes, on voit tout de suite la taille de l'entreprise. Mais c'est pas parce qu'elle a 10 000 personnes qu'elle fonctionne mieux qu'une petite entreprise. Peut-être qu'elle fait des pertes énormes, la grosse entreprise. Hein. Peut-être qu'il faut parfois renflouer les caisses à chaque fois, étatiquement. Étatiquement, voilà, l'État vient faire une aide. Par exemple, une société d'État, je pense par exemple voilà, au chemin de fer. Chemin de fer, bon, on peut faire des pertes sur les chemins de fer, parce que bon, c'est des investissements lourds, il faut payer beaucoup de choses, etc. On peut faire des pertes sur les chemins de fer, mais si c'est mal géré, bien sûr, ben, c'est pour vous dire qu'une grosse société n'est pas forcément... Une grande société peut fermer boutique aussi. Hein. On a eu les grandes sidérurgies, ben, ça c'est plutôt parce qu'ils ont délocalisé, parce qu'ils voyaient que voilà, la manière de gagner de l'argent, bon, je veux dire, ça menuisait que si on délocalisait, ben, il y avait moyen de gagner plus d'argent dans d'autres régions du monde. Voilà, parce que la main-d'œuvre était moins chère. Voilà, donc quand il y a beaucoup de travailleurs, la main-d'œuvre, on essaie de la minimiser. Et donc on paye moins cher les ouvriers, donc on délocalise dans des pays où bon, la sécurité, je veux dire, au niveau syndical, n'y est pas. Le gars, il travaille voilà, pour des montants qui sont dérisoires et il accepte. Bon, c'est son problème. Chacun son problème. C'est celui qui a envie de se bousiller la santé, je veux dire, à se faire payer bon, des cacahuètes, c'est son problème. Bon, qu'est-ce qui gagne là-dedans? Bien sûr, c'est l'entreprise qui gagne. Si elle exploite, dans le sens exploitation, elle exploite dans la main-d'œuvre qu'ils acceptent de se faire exploiter, c'est leur problème. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, si on lui dit de faire voilà, de travailler 12 heures, 14 heures et qu'on lui donne 5 euros, c'est son problème. C'est lui qui le veut. Et si le jour il a mal au dos, il a mal
ses mains, ou il a mal, voilà, et il ne sait plus travailler, c'est son problème. C'est lui qui a accepté le travail. Bon, parce que l'exploitation. Bon, maintenant, on met en place plus des machines, hein, voilà, que de faire travailler des gens, voilà, à les esquinter, comme on dit, les esquinter. On met des machines, voilà, c'est eux qui travaillent en 3 fois 8. Je m'excuse, en 24 heures, ils travaillent 24 heures. Les machines travaillent 24 heures. Bon, ça, le 3 fois 8, c'est les équipes, hein. C'est les équipes qu'on change. 3 équipes, ils travaillent 8 heures, 3 fois 8. Mais il y en a, il y a des pays qui travaillent 12 heures, voire 13 heures, 14 heures, ils ne comptent plus leur travail. Et, ils sont contents d'avoir voilà, 5 euros et ils ont travaillé 14 heures, mais c'est au détriment de leur santé. Ça, je peux vous le dire. On retombe dans des époques où, voilà, euh, les gens tombaient vite malades pourquoi? Parce que ben, ils avaient toutes sortes de problèmes au dos, aux articulations, etc., etc. Du fait d'avoir accepté de travailler, je veux dire, leur corps comme une machine. Voilà, leur corps travaille comme une machine. Or, le corps n'est pas une machine. Le corps n'est pas une machine. Le corps, bon, il faut savoir, je veux dire, le gérer pendant toute une existence. Si maintenant certains l'usent, je veux dire, sur base de 20 ans, ben, les autres 20 ans, je ne sais pas si il aura des bobos partout, donc il va plus payer la mutuelle pour se, 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 se soigner. Vous voyez, il va payer voilà, il va payer des frais médicaux tout le reste de sa vie pour se soigner. Et pourquoi? Parce que il s'est laissé accepter, il a eu des bobos dans le cours. Hein, on peut avoir des bobos partout. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui travaille dans des usines sidérurgiques qui peut avoir des problèmes au poumon, charbon, problème au poumon. Je veux dire, usine voilà, d'acide sulfurique, problème au poumon, même si on met des masques. Au bout d'un certain nombre d'années, ben, on respire quand même des petites particules. Et ces petites particules dans une usine, une société, je veux dire, voilà, ça rentre, ça finit par rentrer dans les poumons. Et bon, on a des problèmes pulmonaires. Alors, il y a beaucoup de sociétés où on a des problèmes pulmonaires, hein, je peux vous le dire. Beaucoup de sociétés sidérurgiques, voilà, charbonnage, comment on appelle ça? Société, je veux dire, euh, chimique, où on a une forte odeur de produits qui ressortent, les peintures et tralala, tralala, le bois, etc. Bon, il y a dès le moment où on est en contact avec d'énormes particules, je veux dire, dans l'air, ben les poumons, même avec parfois des masques, je veux dire, avec les années, ben on respire tout ça. Même avec les années, ça finit par passer à un moment ou un autre, quelque part. Et donc on se retrouve avec des poumons, peut-être pas fortement, je veux dire. Alors il y a aussi les farines. Pour les problèmes pulmonaires, on a les farines. Problème de farine. Donc il y a d'innombrables sociétés, voilà, qui ont causé des dommages, je veux dire, aux travailleurs. Donc quand il va prendre sa pension, il ne prendra pas une pension, je veux dire, viable, parce qu'il sera malade. Il sera malade. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Je vous remercie.